Bonjour, je suis Jean-Marc Joannès, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le média en ligne dédié à la commande publique dans toutes ses composantes juridiques, économiques et professionnelles au sens large. Nous avons le plaisir et nous remercions très sincèrement d'accueillir Maître Pérical. Maître, vous êtes avocat associé au cabinet Pérical et Sabatier Associés, vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Saclay et vous êtes directeur de la chaire achat public de la Fondation de l'université. Et puis également président de l'Association pour l'achat dans les services publics, APAS. À quoi vous vous attendez dans le cadre de ce nouveau projet de loi ? On a un projet de loi donc, sur la réindustrialisation de la France, mais sous le vocable effectivement vert, développement durable. Tout ça pour venir concurrencer en termes d'image d'autres pays européens, voire les États-Unis, qui sont très avancés en la matière. Et il y a des groupes de travail en ce moment, donc on est vraiment en préparation. Et il y a un des groupes de travail qui porte sur la commande publique, qui sera un des leviers de cette réindustrialisation verte. Et le vocable de ce groupe de travail, c'est comment commander, produire, acheter local. L'achat local revient dans un projet de loi. C'est assumé là pour le coup. Absolument. C'est clairement dit dans le groupe de travail. Ça sera peut-être moins clairement dit dans la loi, on verra. Ouais. Parce que malgré tout, favoritisme, localisme, on sait que ce sont des mots difficiles, des gros mots presque. Au regard des règles de la commande publique, et notamment des règles européennes. La fameuse ordonnance de mars 2022, donc l'année dernière, sur les nouvelles règles de répartition ordonnateur comptable, qui a jeté un froid et qui a jeté un frein sur ces velléités justement de stratégie à long terme. En deux mots, je rappelle simplement que la responsabilité des comptables, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables disparaît au profit d'une plus grande responsabilisation des ordonnateurs, donc de ceux qui ordonnent le paiement. Les élus sont un peu à part, donc ce sont les agents publics, notamment les responsables, les cadres, les directeurs, qui sont les premiers concernés. Et donc, il y a une vraie crainte de se retrouver devant la Cour des comptes. On a une nouvelle chambre au sein de la Cour des comptes qui a été créée à cet effet, notamment une chambre d'appel. En cassation, ce sera toujours le Conseil d'État, où les ordonnateurs peuvent se retrouver pour mauvaise utilisation de l'argent public, création d'un préjudice financier au sein de leur structure. Et donc, il y a un vrai vent, pas de panique, mais presque, au sein des collectivités. Est-ce que l'avenir du code, c'est de l'assouplissement permanent ? Jusqu'où la souplesse on fait du roseau, mais le roseau, à un moment donné, il peut aussi plier. Il peut casser. Il peut casser. Moi, je suis plutôt pour des achats souples et surtout responsables. Je suis pour une prise de risque assumée de la part des acheteurs, qui sont encore trop souvent contraints et brimés. Quand une fois j'entends des acheteurs me dire, sur les marchés innovants par exemple, je leur dis mais profitez de ce seuil de 100 000 €, il y a beaucoup de choses à faire, pour faire travailler les start-up locales notamment. Et souvent on me répond mais non c'est trop risqué, on ne sait pas ce que c'est qu'un achat innovant, risque de contentieux, du pénal, ça revient toujours. Je leur dis écoutez, peut-être assumer vos risques, bien les préparer, bien définir vos besoins, assumer votre responsabilité, votre achat responsable, mais ça c'est difficile. Encore une fois, c'est l'achat qui est victime de son succès. C'est bien d'assouplir. Alors, le seuil des 40 c'est une chose, le seuil des 100 000 c'est autre chose, il est quand même temporaire. C'est le seuil Covid, c'est l'effet crise sanitaire, c'est très bien, parce que ça fait travailler les PME. Et c'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi. Quand je m'entends dire, on est compte, le seuil de 40, le seuil de 100, c'est fait pour saucissonner les marchés, c'est fait pour contourner les règles, peut-être pas exagérer. 200 milliards d'euros d'achat, on parle de seuil de 40 et de 100 000 €. Peut-être un peu dédramatiser, remettre les choses en ordre et en perspective. Est-ce que justement les acheteurs publics, lorsque même ils font des achats qui sont en dessous de ces seuils, ne mettent pas en place des critères aussi d'attribution Alors des critères non, mais la plupart font des demandes de devis. Ils ne font pas de vrais marchés, de vrais cahiers des charges, mais malgré tout, des demandes de devis, ils font des comparaisons. Et je vous assure qu'ils font pas n'importe quoi. Ils profitent des souplesses, mais de manière encadrée et raisonnable et raisonnée. L'acheteur est raisonnable, en général. On parle d'acheteurs diligents dans le code de la commande publique. Les acheteurs sont diligents, contrairement à ce que l'on croit. Recentrage sur quel point, quels axes ? Il y a des contraintes qui pèsent sur l'acheteur, qui est encore une fois instrumentalisé à bon escient, mais qui renforce les difficultés de sa mission, je trouve, des missions des acheteurs. Et du coup, d'où d'ailleurs, c'était un des facettes de mon fameux burn-out, du coup, on a du mal à recruter, ils ont du mal à recruter. Et aujourd'hui, on a de nombreuses structures publiques et parapubliques qui cherchent des responsables de marché, des acheteurs. Et justement, par rapport à cet anniversaire, les 60 ans, vous avez organisé une conférence l'année dernière qui s'intitulait « Le burn-out de l'achat public ».
Alors, de l'acheteur public, pardon. Alors, quels sont les éléments qui vous ont conduit à ce diagnostic? Est-ce que c'était plutôt un titre provocateur ou au contraire plutôt un titre vraiment préventif? Mais on a aujourd'hui des acheteurs qui du coup ont une pression de plus en plus importante, que ce soit des acheteurs locaux, des acheteurs nationaux, des acheteurs hospitaliers, universitaires ou autres. Et je pressens effectivement dans certains domaines des difficultés pour assumer toutes ces contraintes, pour gérer au mieux la profession d'acheteur. Et d'où ma réaction et d'où le titre sur lequel j'ai voulu travailler et faire partager différents avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre et peut-être aussi de la fiche technique de la DAJ sur la prévision? Est-ce que pour vous, c'était une bonne solution? Comment vous l'évaluez? Le moins qu'on puisse dire, il faut quand même reconnaître ce qu'il en est. Les acheteurs sont quand même très, très aidés aujourd'hui. Il y a quand même, effectivement, on parlait de la DAJ de Bercy, beaucoup de volonté de leurs représentants d'aider les acheteurs. C'est quand même eux qui ont saisi le Conseil d'État en posant de bonnes questions. Ils ont rédigé des guides, des fiches, ils sont à l'origine de plusieurs circulaires. Et donc, on donne des outils aux acheteurs. Mais il ne faut plus oublier quelque chose qui est très important, c'est qu'on incite les acheteurs, on leur donne les outils, il n'y a aucune obligation. Et donc on revient à la responsabilité, c'est de la responsabilité des acheteurs, c'est à eux de dire effectivement ce que dit le Conseil d'État, ce que dit la circulaire, ce que dit la fiche, c'est très bien, on va l'utiliser, on va ne pas appliquer les pénalités de retard, on va prolonger les délais de tel contrat, on va mettre en place une convention d'imprévision parce qu'on estime que les critères sont remplis, on va rédiger un avenant circonstancié imprévu parce qu'on estime là aussi que les critères sont remplis. Oui, on ne peut que louer cette volonté d'aider et d'inciter les acheteurs. Mais je vous l'ai dit, le contexte n'est pas très bon et on a plus de freins aujourd'hui malgré cette volonté d'aider avec cette fameuse ordonnance où on est en train de dire aux acheteurs, à tous ceux qui prennent des décisions en matière de finances publiques au sein des collectivités, attention aux finances publiques, attention.